Cette émission, comme toutes les émissions thématiques que nous diffusons cet été, est soutenue par la compagnie MMA. C'est un soutien matériel et c'est aussi un soutien moral puisque MMA fait connaître notre podcast à ses collaborateurs et à ses clients. Cette émission thématique sur Paris, comme celle qui la suivra la semaine prochaine sur le même sujet, a été enregistrée avant le confinement, avant la pandémie, avant que nous ne puissions plus enregistrer nos conversations que par le biais de plateformes qui permettaient qu'elles se tiennent à distance. C'est pourquoi cette émission et la suivante bénéficient d'un son que vous reconnaîtrez comme meilleur. Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission thématique qui portera sur Paris dans l'avenir, alors que l'émission prochaine thématique portera sur ce que l'histoire de Paris peut nous apprendre de son identité. Pour cette émission, nous sommes hébergés par l'immeuble Léonard et par la Fabrique de la Cité que je remercie de son hospitalité. Je remercie aussi la compagnie MMA qui nous soutient matériellement mais qui nous soutient aussi moralement en faisant connaître notre émission auprès de ses collaborateurs et de sa clientèle. Nous allons donc essayer de comprendre qui aujourd'hui gouverne Paris. Nous le ferons avec Cécile Maisonneuve de la Fabrique de la Cité. Je vais d'ailleurs vous demander, Cécile, de dire ce qu'est la Fabrique de la Cité. Bonjour, la Fabrique de la Cité, c'est un laboratoire d'idées. Je dirais que c'est une grande table ronde municipale autour de laquelle on met tous ceux qui pensent, qui construisent, qui financent, qui habitent la ville, c'est-à-dire toutes ces disciplines qui aboutissent à fabriquer cet objet complexe et fascinant qu'est la ville. Merci. Nous sommes aussi avec Alexandre Muche, qui lui vient de l'agence de design des politiques publiques. Alexandre, je crois qu'il faut aussi que vous nous expliquiez ce que c'est qu'une agence de design des politiques publiques. Alors l'idée, c'est un peu d'essayer d'aider les collectivités à comprendre la ville et les territoires du point de vue de l'usager. Et tous les métiers du design, de la conception spatiale, mais aussi de la conception des interfaces numériques, de tout ce qui fait nos gestes quotidiens. On avait ce pressentiment, et c'est ce qu'on fait tous les jours dans notre agence, qu'on peut les accompagner dans une vision depuis l'usager. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans cette question de la ville, de regarder la ville à vue d'œil et dans la façon dont on la vit au quotidien. Et puis aussi avec nous, deux voix qui sont familières aux auditeurs du Nouvel Esprit Public, Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et Lucille Schmitt, membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Une compétition municipale met le projecteur sur les partis et sur leurs héros, sur la confrontation des programmes et sur la rivalité des candidats. Mais la ville d'aujourd'hui, et plus encore c'est l'avenir, se décide-t-elle encore dans les assemblées élues pour l'administrer ? Au cours des 10 dernières années, qu'est-ce qui a pesé le plus lourd dans l'évolution de l'accès au logement à Paris ? La politique de l'État, les décisions du conseil municipal ou le développement d'Airbnb, par exemple ? Qu'il s'agisse de logement, de transport, de transformation des espaces publics, qui maîtrise quoi? Quelles régulations sont possibles? Quelles initiatives peuvent remonter de la population en dehors des périodes où elle est invitée à désigner ses représentants? Quelles innovations, quels outils nouveaux modifient le gouvernement d'une cité et que peut-on en attendre? Les plateformes digitales, par exemple, sont entrées dans le mode de vie de l'habitant des grandes villes et elles ne sont pas prêtes d'en sortir.
Les applications permettent de satisfaire les besoins essentiels du citadin, se déplacer, se nourrir, se loger. Elles ont un impact sur l'espace public. Elles amènent l'accélération des innovations, l'autonomisation des acteurs et l'individualisation des pratiques. Les plateformes vont-elles façonner les villes? En bousculent-elles la gouvernance? Et les pouvoirs publics peuvent-ils contrôler, modérer ou maîtriser leur usage? C'est dans la riche documentation de la Fabrique de la Cité que j'ai puisé le fondement de ces quelques questions. C'est donc la raison pour laquelle je vais demander à Cécile Maisonneuve, qui connaît non seulement Paris, mais aussi un très grand nombre de capitales à travers le monde, d'esquisser un commencement de réponse, en tout cas de réaction à ces questions. Cécile Maisonneuve. Alors c'est vrai que traditionnellement, quand on se posait, parce que la question n'est pas nouvelle de savoir qui gouverne Paris, on était rapidement dans un face-à-face. Et quand on pose la question qui gouverne Paris, on a une longue histoire pluriséculaire d'une saga entre l'État et Paris, avec cette histoire tout à fait résistible d'une émancipation petit à petit de Paris. Et si j'osais, je dirais que sur le pêle-mêle de photographies de la question qui gouverne Paris, vous avez aussi bien un préfet de la Seine, Haussmann, vous trouvez lieutenant général de police, vous trouvez des rois, et puis à notre époque, vous trouvez des duos entre le maire et le président de la République, Jacques Chirac, François Mitterrand, et d'autres qui ont suivi. On sent bien aujourd'hui que répondre à cette question par cette saga, qui n'est pas terminée d'ailleurs, des relations entre Paris et l'État, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que d'autres acteurs ont fait irruption dans nos villes, et notamment dans les grandes villes, et vous les avez cités, ces acteurs du numérique. Alors j'ai envie de dire que pour parler de Paris, il faut non plus seulement regarder ce face-à-face avec l'État, mais regarder une map monde. Regardez une map monde parce que Paris est ce qu'on appelle une métropole monde. Il n'y en a pas 50 dans le monde. Paris est dans la liste, la très courte liste, aux côtés de New York, aux côtés de Londres, aux côtés de Pékin ou de Tokyo. Et ces métropoles monde, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles concentrent un nombre d'actifs humains, financiers, économiques, créatifs tout à fait exceptionnel. Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, 80% de l'argent investi dans les startups s'investit dans 10 villes. 10 villes. Vous en avez une en Inde, c'est Bangalore. Vous en avez 2 en Chine, Pékin, Shanghai. Vous en avez une en Europe, c'est pas Paris, c'est Londres. À voir ce que ça va donner avec les évolutions du Brexit. Et le reste, c'est aux États-Unis, ce sont des villes américaines. Donc c'est pour dire qu'on est dans un mouvement à la fois capitaliste et européen tout à fait spécifique, qui donne à ces villes un statut particulier. Et vous avez parlé de la question du logement. Alors si je répondais sur cette question-là, qui fait le prix du mètre carré à Paris? J'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est pas la mairie de Paris, c'est pas l'Élysée, c'est pas l'Assemblée nationale. Il y a des chercheurs qui ont démontré que c'est la Banque centrale européenne et qui a une fonction mathématique rigoureusement absolue. À 93%, vous pouvez prévoir les prix du mètre carré à Paris en les rapportant à la politique de la Banque centrale européenne de Francfort, c'est-à-dire au taux d'intérêt, à l'inflation et à la quantité de monnaie disponible. Donc, qui gouverne le prix du logement à Paris? C'est la Banque centrale européenne. Alors, si je vais au-delà en regardant les grands acteurs mondiaux, eh bien évidemment, je tombe rapidement sur les grandes plateformes numériques, les fameuses GAFAM de l'autre côté de l'Atlantique, et puis peut-être bientôt leurs équivalents chinois, les BATX. Et là, quel est le phénomène en jeu? On dit souvent que les données, c'est l'or noir du XXIe siècle. Or, les données, qui les produisent? Nous, vous. C'est-à-dire que plus les villes sont d'importance, plus elles concentrent d'habitants, plus ce sont de fantastiques réservoirs de données. Aujourd'hui, le golfe persique des données, c'est Paris, c'est Londres, c'est New York, ce sont toutes ces villes. Donc, pour ces plateformes qui prétendent apporter des services à partir de ces données, évidemment que ces villes sont absolument clés. Et si je prends, là encore, l'exemple du logement, pour Airbnb, Paris, c'est là le premier marché mondial, ni plus ni moins. Et d'où les débats dantesques que l'on a sur le rôle exact d'Airbnb dans Paris. Donc, quand on pose la question aujourd'hui de qui gouverne Paris, on a toujours cet État, quand même, ne l'oublions pas. On a ces grandes plateformes numériques et ces nouveaux empires transnationaux. Mais on serait tenté de dire,
Et où sont les Parisiens finalement? Parce que la longue histoire de Paris, c'est aussi l'histoire du peuple de Paris qui, soit contre l'État, soit contre ses propres autorités, s'est toujours fait entendre. Et là, ça pose une autre question dans qui gouverne Paris, c'est qu'est-ce qu'on met dans Paris? Et le Parisien aujourd'hui qui fait la congestion, le Parisien qui crée les particules fines, il est où exactement? Est-ce qu'il est dans Paris ou est-ce que c'est un autre personnage? Et là, j'ai envie de dire que pour répondre à la question qui gouverne Paris aujourd'hui, il faut aussi aller regarder de l'autre côté du périphérique. Et que dès lors que seuls 36% des Parisiens ont une voiture, si on veut répondre à cette question de quels sont les déterminants de la mobilité automobile aujourd'hui à Paris, il faut plutôt aller voir du côté de la seconde couronne et de ceux qui, tous les jours, se rendent à Paris pour travailler. Donc on voit bien que la question de la gouvernance de Paris s'est largement complexifiée. Oui, toujours l'État. Oui, toujours ce débat qui n'en finit plus entre l'État et Paris. Mais d'un côté, le monde, avec ses grands empires transnationaux. Et puis de l'autre, les habitants qui sont producteurs, utilisateurs de ces données. Et les habitants, bien au-delà du périphérique, tous ceux qui interagissent tous les jours avec Paris. Alexandre Muchal, aux différentes questions que j'ai agitées, par laquelle voulez-vous commencer et à cette question-là, je dirais qu'il y a, dans le jeu d'acteurs, il y a évidemment ces acteurs-là qui ont été évoqués par Cécile, qui sont les plateformes. Et je retiens notamment ces nouvelles plateformes qui arrivent de façon extrêmement volatile, avec la puissance de feu qu'on connaît financière derrière ces plateformes-là, de pouvoir... Pour prendre l'exemple de la mobilité, d'avoir des acteurs qui savent en une nuit installer 10 000 véhicules, des trottinettes ou des vélos dans une ville. C'est une forme de fulgurance qu'on ne connaissait pas à l'action sur la mobilité. Et à ce titre-là, effectivement, on voit apparaître des gens qui ont la capacité de changer nos modes de vie quotidiens de façon extrêmement nouvelle, avec une forme de retardement ou en tout cas d'incapacité à certains moments des acteurs publics, pas que municipaux, aussi nationaux, à réguler, réagir, répondre à ces acteurs qui peuvent aller extrêmement vite. Un autre acteur, au-delà d'acteurs qui seraient opérateurs, c'est les acteurs du savoir de la ville, de ceux qui connaissent comment elle fonctionne. Et là-dessus, on a écrit un article, et on en a déjà parlé longuement avec Cécile et la Fabrique de la Cité, c'est Google. Google a une connaissance de nos comportements en ville et des adresses. Je pense notamment à Google Maps, sur lequel, au fond, quand on tire la bobine de toutes les données dont dispose Google, Google connaît derrière chaque boucher, derrière chaque commerce, qui y a mis les pieds, combien de temps il y est resté, est-ce qu'il a cherché une recette de bœuf bourguignon juste avant, mais au fond, il y a une connaissance de nos mobilités, de nos comportements qui atteint des niveaux de monopolistiques extrêmement importants. Et à ce titre-là, on alertait un peu là-dessus, face à des collectivités qui risquent d'affronter en face des acteurs qui ont une connaissance infiniment plus grande du fonctionnement de la ville. Et là-dessus, on voit vraiment, du coup, un jeu de rôle qui risque de se complexifier. Les autres acteurs et encore une fois, on en parlait avec la Fabrique de la Cité, qui nous semblent un peu perturber cette vision que la ville appartiendrait au maire de Paris, c'est évidemment tous les acteurs, j'ai envie de dire nationaux, alors pas tant dans un affrontement avec la préfecture, parce que ça c'est très vieux, cette relation maire-préfet, mais plutôt dans le fait que ce qui dessine notre espace public urbain, c'est au fond tout un tas d'échelons qui ont un droit de cité sur la façon dont l'espace public parisien se dessine. Et par exemple, je prends un micro-détail qui me prend important, c'est que quand la ville de Paris essaie de repenser ses passages piétons, en gros, la configuration de comment est-ce qu'on partage la rue, très littéralement, la zone dans laquelle il y a interaction entre des voitures et des piétons, mais la ville de Paris demande l'avis à l'État. C'est-à-dire qu'on est sur un bout entier de l'espace public sur lequel la sécurité routière, un certain nombre de codes qui nous sont nationaux et partagés, au fond, demandent sans cesse, et c'est long, Paris s'est battu 2 ans sur des petites batailles administratives sur est-ce que le passage piéton pouvait être 20 cm plus large ici, est-ce qu'il pouvait ne pas être en blanc mais en gris, et au fond, on se rend bien compte que la mairie de Paris n'a pas toujours entièrement le droit au bout de vie de mort de comment est-ce qu'on aménage sa ville, et que c'est bien un jeu
d'acteurs plus compliqué avec tout un tas d'opérateurs. Lucille Schmitt. Oui, moi je trouve que on voit bien à travers vos deux interventions que Paris, c'est à la fois une réalité territoriale, un rêve, un marché, une manière de gagner de l'argent et un lieu de vie. Donc toute la question, c'est au fond, qu'est-ce qu'on appelle Paris et sur quoi est-ce qu'on raisonne? Est-ce que Paris, comme dirait Bruno Latour, où atterrir en fait? À partir de là, moi j'avais très envie de vous dire une chose, c'est que moi j'habite à Vanves et j'ai tout le temps l'impression d'être dans un quartier de Paris et en même temps j'ai en permanence l'impression d'être hors de Paris et de te considérer quelque part comme un adversaire du vrai Paris. Donc je pense qu'il y a là quelque chose aussi à examiner dans notre discussion d'aujourd'hui. Qui gouverne Paris, mais qu'est-ce que Paris et qui se sent parisien? Je crois que c'est un point essentiel. Je voulais aussi rappeler que, par exemple, en 2006, Pierre Mansat, qui à l'époque était adjoint au maire de Paris, Bertrand Delanoë, avait lancé à Vanves l'une des premières réunions officielles sur le Grand Paris et la question de la métropole. Et on est aujourd'hui pratiquement 15 ans après, et on voit bien que ce rêve de métropole, cette perspective qui avait été ouverte pour justement faire de Paris une ville-monde, pourquoi est-ce que Londres est quelque part peut-être plus attractif que Paris? Est-ce que c'est pas parce que le Grand Londres existe? Tout ça a été... n'a plus de vraie perspective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la métropole du Grand Paris, c'est d'abord une métropole des maires, qui ont en quelque sorte bunkérisé, segmenté en fait ce que serait ce Grand Paris. Chacun y garde son pouvoir. Je rappelle que par exemple le département des Hauts-de-Seine, le département des Yvelines, qui sont les départements les plus riches de l'Île-de-France, sont en train d'essayer de fusionner et que et d'ailleurs peut-être y arriveront-ils, et que le sujet au fond, par rapport à ce que disait Philippe sur le logement, les inégalités sociales, les transports, est aujourd'hui vécu dans des territoires qui à mon avis ne sont pas les bons en termes d'échelle, qui ne sont pas parce qu'il y a une manière d'opposer en fait chaque département, chaque ville, chaque commune en fait quelque part, chaque fiscalité, et on est dans une situation où ce territoire du Grand Paris n'existe pas. Où les riches et les pauvres continuent à s'opposer, où ce qu'on dit aujourd'hui, c'est quand même que Paris, intramuros, exporte ses nuisances hors de son territoire stricto sensu, où on dit que lorsqu'on est infirmière à Paris, on travaille comme assistante maternelle dans une école maternelle, on ne peut pas se loger à Paris. Donc tout ça relèverait en fait d'une approche territoriale qui n'existe pas, sans doute parce que les élus de Paris et les élus du Grand Paris n'ont pas, je trouve, l'ambition nécessaire et que la mise en commun de la ressource et l'écoute des citoyens n'a pas une force suffisante. Donc il faut voir Paris en termes d'attractivité internationale, il faut la comparer à des grandes métropoles, mais il faut aussi retrouver le sens de l'humain à Paris et à mon avis, ça repose beaucoup sur la question de résoudre les inégalités sociales et de logement particulièrement, et de retrouver le fait de se dire « mais moi je me sens parisienne, même si quelque part je suis partie de Paris dans l'approche banlieue, mais peut-être que je vais y retourner ». Et toute cette question des allers-retours et de la façon dont je pourrais y retourner, c'est quelque chose à penser. Marc-Olivier Padis. Oui, c'est intéressant qu'on soit d'emblée dans la question des échelles. Quelle est la bonne échelle? Quelle est l'échelle parisienne? Je trouvais que Cécile Maisonneuve avait raison de rappeler que c'est une ville-monde, c'est une métropole qui attire l'attention à l'échelle mondiale, alors que les débats qu'on a vus pendant les campagnes municipales étaient plutôt sur le coin de ma rue. Comment gère-t-on les déchets au coin de ma rue? Ce qui était aussi une vraie question vie quotidienne, comme l'a dit Lucille. Mais donc, on voit bien, il y a un dilemme pour une ville comme Paris, de jouer sa carte dans l'attractivité internationale, c'est-à-dire être vraiment une de ces métropoles mondiales qu'elle est, de fait, qu'on le veuille ou non, et en même temps préserver une qualité de vie, un lien au territoire, à l'histoire de la ville qui soit suffisamment intéressant. Alors, moi, la question que j'aurais envie de poser pour pousser un peu cette interrogation sur l'échelle, c'est ce qui a déjà été esquissé dans la discussion, c'est qui gouverne Paris? Est-ce que ce sont les Parisiens qui gouvernent Paris? Mais comme l'a dit Cécile, qui est parisien? Donc, qui a voix au chapitre pour décider quelle orientation doit prendre Paris? On sait que du point de vue du vote, c'est assez simple, c'est la résidence. Donc, ce sont les Parisiens
qui dorment à Paris, qui votent pour les conseils municipaux, puis les conseils qui votent pour Paris. Mais donc ce chiffre-là, vous me corrigerez si je me trompe, mais en gros, c'est 2,2 millions de Parisiens, c'est-à-dire les résidents. Mais chaque jour en ville, c'est plus de 5 millions de personnes qui sont parisiens, qui viennent travailler à Paris ou se promener ou visiter ou autre chose, et donc qui ont l'usage de la ville. Même s'ils ressortent le soir ou même s'ils n'ont que traversé pendant la journée. Et donc ces 5 millions-là ont aussi leur mot à dire sur la manière dont la ville est organisée, même si eux votent ailleurs. Et ça, c'est une des grandes difficultés qui pèse sur les choix et les orientations politiques, donc de ce décalage. Et donc, est-ce que vous verriez comment prendre en compte la voix de ces gens qui ne sont pas, enfin ces gens, les Parisiens qui ne sont pas les résidents et qui votent, mais de tous ceux qui ont l'usage de Paris? Est-ce qu'il y aurait des pistes? C'est pas d'ailleurs valable que pour Paris, hein, c'est valable aussi pour les autres villes. En fait, partout en France aujourd'hui, il y a un décalage entre la ville où on dort, la ville où on est actif et la ville de loisirs ou de passage ou de tourisme. Et donc, il y a une inadaptation de notre système électoral par rapport à ces usages de la ville. Je voudrais ajouter, avant de donner la parole à Cécile Maisonneuve, une sorte de complément à ce que vient de dire Marc-Olivier. Parmi les Parisiens qui ne sont que des Parisiens de passage, parmi ces passagers, en réalité, il y en a énormément qui pèsent beaucoup sur la ville et sur la manière dont la ville a évolué ces dernières années. Je prends tous les arrondissements historiques dans lesquels la plupart des commerces de première nécessité, des commerces de bouche d'abord, et puis d'autres commerces du même type, ont disparu au profit de commerces qui s'orientent vers une clientèle de passagers, et ce qui a eu pour effet en diminuant le nombre de ces commerces de bouche, par exemple, de créer une sorte de situation d'oligopole qui a provoqué une montée des prix, qui a rendu la vie, même pour des gens qui avaient des revenus normaux, qui a rendu la vie beaucoup plus chère et quelquefois beaucoup trop chère, au point de les obliger à s'en aller. C'est-à-dire, quelle est la balance entre ceux qui ne peuvent pas peser sur la ville de Paris, je pense par exemple aux banlieusards, dont Lucile est ici une représentante éminente et dévouée, et ceux qui ne sont que des passagers consommateurs de la ville. Cécile Maisonneuve. J'ai envie de dire que sur cette question du résident versus le passager, et le passager, il y en a de nombreux. Il y a le passager du quotidien, c'est-à-dire la personne de grande couronne ou de petite couronne qui va venir tous les jours à Paris. Il y a le passager plus ponctuel, le touriste quand même, ne l'oublions pas, puisque on est une destination, une des premières, sinon la première destination au monde. Il y a aussi un autre passager qui fait l'objet d'âpres débats dans le débat politique, c'est le migrant, qu'il soit réfugié, demandeur d'asile, migrant économique, et qui fait l'objet également d'âpres débats. Et finalement, on a beaucoup de mal aujourd'hui, dans toutes les métropoles, je pense que ça, c'est pas propre à Paris, à articuler la notion de quels sont mes droits en tant que résident, et effectivement le droit de vote qui s'attache à cette résidence, et puis quels sont les droits et devoirs de ceux qui ne font que passer, entre guillemets. Et là où c'est intéressant, pour revenir à nos acteurs du numérique, parce que quand même, eux, la notion de résident, la notion de citoyen, ça n'est pas leur sujet. Ça n'est pas leur sujet. Soit vous êtes un consommateur producteur de données, soit vous êtes hors de la carte. Et si je parle de ça, c'est à travers le sujet Airbnb, parce que le sujet Airbnb, à mon avis, il est assez symptomatique de cette difficulté d'articuler les échelles, mais d'articuler les échelles au sein de chacun de nous-mêmes, parce que nous, locataires, propriétaires à Paris, nous sommes les premiers, si Airbnb est le premier marché mondial pour Paris, c'est que nous sommes les premiers aussi à vouloir, quand on en a le droit, ou pour certains, même quand ils n'en ont pas le droit, à vouloir mettre à disposition de celui ou de celle qui passe à Paris
notre appartement pour des raisons financières. Donc nous aussi participons de ce jeu des échelles de manière assez active. Il n'y aurait pas de problème Airbnb à Paris s'il n'y avait pas des Parisiens derrière qui mettaient leur logement en location. Donc je pense que cette question qu'on pose sur un plan institutionnel, il faut aussi se la poser nous. Quand on est utilisateur d'Amazon et que le lundi soir, parce qu'on est absolument complètement fanat de la saison 1 de telle série et que le lendemain on veut la saison 2 et qu'on appuie sur le clic qui va faire que ça va nous être livré dans l'heure, on est totalement également, alors je ne vais pas employer le mot complice parce qu'il est connoté moralement, mais on participe également de cette relation entre Paris et ses territoires, parce que quand vous appuyez sur le clic, ça veut dire que dans l'entrepôt qui est à 50-60 km de Paris ou à Orléans, eh bien immédiatement, il y a un camion qui va venir, qui va vous apporter le film que vous avez commandé et qui derrière va entraîner des nuisances, pollution, émissions de CO2, etc. Donc je veux dire, cette question de l'articulation des échelles, nous en sommes aussi chacun les porteurs dans nos modes de vie. Et quand Lucille parlait de reparler de l'humain, je pense que ça veut dire aussi, chacun à son niveau, se poser la question de quand je suis résident à Paris, qu'est-ce que je veux comme ville et comment je veux articuler ma relation avec le reste du territoire. Donc cette question-là est certes une question institutionnelle, et oui, de ce point de vue-là, il y a une anomalie parisienne par rapport au Grand Londres, par rapport au Grand Berlin, à n'en pas douter, ça c'est certain. Mais n'en faisons pas qu'une question extérieure et institutionnelle, ramenons-la à un questionnement personnel sur dans quelle ville on veut vivre et quel type d'usage on veut avoir de notre ville. Alors la question de qui gouverne la cité, c'est-à-dire qui est capable d'imposer, par exemple, aux nouveaux acteurs que sont Airbnb ou que sont les propriétaires, les loueurs de trottinettes ou de vélos, etc., est souvent posée en termes de qui a l'autorité. On a vu à Londres, d'ailleurs, que Uber a eu maille à partir avec l'autorité municipale. Mais je reviens à ce que disait Alexandre tout à l'heure sur le fait que Google sait tout et aussi sur le rapport entre la municipalité et la préfecture. À certains égards, la municipalité est devenue la préfecture quand Paris a élu son maire, et même d'ailleurs c'est probablement un de ses problèmes, c'est qu'elle est toujours corsetée dans le mode de fonctionnement de la préfecture de la Seine et qu'elle est quelque peu pétrifiée dans ce fonctionnement-là et que probablement l'un des problèmes qui se posent et qui se poseront dans les années à venir à Paris, c'est le redéploiement des fonctionnaires de la ville dans les différentes tâches. Mais Alexandre disait tout à l'heure, Google sait tout. Google sait tout ce qui rapporte, ce qui l'intéresse, ce qui est vendable. Mais quel rapport entre la municipalité et Google pourrait permettre de faire que Google sache aussi ce qui est nécessaire et quelquefois davantage pour les habitants? Je prends juste un exemple, c'est l'explosion de la rue de Trévise l'année dernière, qui a fait des morts et qui est liée au fait que des travaux avaient été mal faits, mal signalés, etc. Cette information-là, cette connaissance de l'infrastructure de la ville qui pourrait avoir sur les accidents, sur les incendies, sur tout un tas de choses de ce genre, des conséquences très positives. Est-ce que c'est en route ou est-ce que, comme ça rentre en dehors du champ de ce qui rapporte, il vaut mieux penser à autre chose? Alexandre Muche. Alors, Google ayant les moyens, globalement, ils ont cette capacité ou cette curiosité à essayer de collecter des données, y compris qui ne sont pas à court terme monétisables. Mais quand je dis que Google a une connaissance de la ville, par exemple, ils savent très bien vous afficher. Si vous allez sur Google Maps et que vous cliquez sur votre médiathèque de quartier, vous voyez peut-être cette petite courbe qui vous montre les horaires d'affluence. Et du coup, là, on voit bien à quel point s'entremêlent des enjeux d'équipement public, des enjeux de connaissance de politique publique, ici de lecture, qui font qu'à un moment, Google s'immisce aussi dans des parties non marchandes de la gestion de la ville. On le voit bien, par exemple, on travaille avec des mairies sur comment est-ce qu'on contacte sa mairie, qui est au fond un peu le premier réflexe républicain quand on veut accéder à un service public. Les gens utilisent Google. Les gens regardent les horaires de la mairie ou de la mairie annexe sur Google Maps et c'est le premier point d'accès à un certain nombre de services publics. Et du coup, là-dessus, on voit bien aussi des connaissances qui vont bien au-delà de la question marchande et de ce qui se vend déjà. Et je reviens encore sur cette question de la connaissance de la ville, par exemple sur nos comportements de mobilité.
parce que Google, via Android, qui est quand même un téléphone sur 2 ou un smartphone sur 2, via Google Maps, mais également tous les autres services, nos boîtes mail et un certain nombre de choses, au fond a une connaissance de nos comportements qui fait qu'ils vont réussir à se rendre indispensables, y compris sur les mobilités. Sur les mobilités, Google est quasiment dans une situation de monopole où elle peut, plus que la RATP à Paris, plus que le STIF à l'Île-de-France, peut dire exactement comment est-ce que les gens se déplacent en ville. Et cette connaissance-là, on l'a au fond assez peu, et on risque de se retrouver dans une posture où on risque bien, à un moment, de passer à la caisse pour réussir à connaître et gérer cette ville. Lucille Schmitt ? Oui, je trouve que ce que dit Alexandre est assez passionnant parce qu'on voit bien que cette question des données, comme le rappelait également Cécile, c'est aussi un enjeu démocratique et que déjà, en fait, Google n'utilise pas toujours ces données pour gagner de l'argent, mais gagner en influence. Et je rappelle que l'un de nos intervenants habituel, Matthias Fekl, lorsqu'il était ministre du Commerce extérieur, avait proposé de mettre en open data toutes les données relatives au commerce extérieur, c'est-à-dire au fond d'arrêter d'avoir une vision des sujets confidentiels, des sujets réservés aux acteurs publics sérieux, à ceux qui ont la décision, mais au contraire d'en faire un enjeu de ces données, un enjeu de citoyenneté. Et je trouve que c'est assez passionnant de se poser la question par rapport à l'ensemble de ces données qui sont chez Google. Bon, moi, je suis assez nulle, en fait, avec toutes ces nouvelles technologies, mais assez intéressée, avide même vis-à-vis de la façon dont on pourrait les structurer dans une approche démocratique qui ne serait plus seulement une approche démocratique électorale. J'étais assez frappée en vous écoutant tous les deux. D'abord, je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on vote dans une ville, on y est résident principal. Mais il y a par exemple, moi, il y a un certain nombre de personnes que je connais qui habitent à Paris, qui se sont mis résidents principaux à la campagne, alors qu'ils habitent quand même souvent à Paris. Donc on choisit aussi le lieu où on vote en fonction de la façon dont on a l'impression de participer à la décision et de considérer la décision comme intéressante. Et aujourd'hui, que pas mal de Parisiens, par exemple, aillent voter ailleurs, alors même qu'ils habitent à Paris, je trouve ça intéressant sur l'idée que peut-être ils se disent à Paris, au fond, mon vote compte moins que dans un village de 300 habitants ou dans une petite... Bon, voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose à examiner. On est passager ou on est résident, on peut choisir, par rapport à ce que disait Cécile, on peut choisir d'être résident dans un lieu parce qu'on pense que sa voix compte et que la décision y est d'une certaine manière plus concrète. Donc ça me semble quelque chose à regarder. La deuxième chose par rapport à la démocratie, c'est que la démocratie, comme écologiste, je vois bien que ce n'est pas seulement les élections. La démocratie, c'est quelque chose de continu et c'est quelque chose qu'on structure. Donc, au fond, Paris nous invite, ce qui se passe sur qui gouverne, nous invite à nous considérer, nous, citoyens, comme gouvernants, mais pas seulement au moment où on met un bulletin dans l'urne. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour que les données soient, en quelque sorte, en open data. Mais ensuite, elles sont en open, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait des projets ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette espèce de trésor des données ? Vous savez bien, c'est ce qu'on dit aussi sur les caméras. On met des caméras et on dit que c'est dissuasif. Et après, le seul truc, c'est d'exploiter. Donc, une fois qu'il y a une manne, qu'il y a une information, comment est-ce qu'on l'exploite ? Et est-ce qu'il faut l'exploiter ? Il faut que ce soit les experts, ceux qui ont le pouvoir, nous. C'est une question que je nous pose collectivement. Marc-Olivier Padis. Précisément sur ce sujet-là, je trouve que aujourd'hui, le citoyen usager de la ville dispose de ces nouveaux outils et peut en profiter. Il gagne en puissance lui-même grâce à ces nouveaux outils. De ce point de vue-là, je voudrais défendre l'usage des plateformes parce que pour le moment, on l'a beaucoup critiqué. Moi, je trouve une ville comme Paris est caractérisée dans la vie quotidienne par l'expérience de la densité. Paris est une des villes les plus denses du monde, si on prend vraiment au sens à l'intérieur du périphérique. Et on fait en permanence dans une journée l'expérience de cette densité des mouvements, du nombre de personnes, des sollicitations, avec le stress et la fatigue que ça induit. Et pour bien vivre dans une ville aussi dense, il faut pouvoir décaler ses rythmes. Et c'est ce que font d'ailleurs la plupart des gens quand ils le peuvent, c'est d'avoir des rythmes décalés par rapport au grand séquençage qui organise la vie quotidienne. On sait déjà qu'on n'est plus dans le rythme vraiment classique métro, boulot, dodo, tout le monde à 8h dans le métro et à 18h à la sortie des bureaux. Les choses sont plus étalées, plus décalées, et même les villes encouragent la ville de nuit, ce qui est un autre problème, avec les nuits blanches,
les événements culturels la nuit, décalés. Mais on voit bien, dès qu'on veut aller voir une exposition, c'est pas compliqué, c'est dense, simplement. Et ce que nous donnent ces outils, c'est qu'en nous donnant, par exemple, l'affluence dans une bibliothèque ou en nous donnant la circulation en temps réel dans une ville, on peut jouer soi-même de ces densités, on peut décaler nos rythmes, on peut ajuster nos comportements à une situation de sollicitation, alors que l'outil de politique publique jusqu'à présent, c'était le schéma directeur avec les acteurs qui devaient se parler, la ville qui devait parler à la région, la RATP et la SNCF qui devaient partager leurs données et qui ne le faisaient pas toujours, et donc qui ne donnaient même pas à la région ou à la ville la question de la fréquence de l'usage, et donc l'acteur public prenait des décisions en étant plus ou moins en évoluant dans le noir, et donc là on dispose quand même d'outils, je pense notamment pour la circulation, la mobilité, qui sont tout à fait nouveaux et qui sont directement au bénéfice de l'usager. Cécile Maisonneuve. Alors, au bénéfice de l'usager, oui. Moi, je pense que le propos n'est pas tellement de stigmatiser ou non ces outils. De toute façon, il y a une évidence, c'est qu'on ne les désinventera pas. On vit avec, ils vont se développer. On est la plupart du temps accro à ces outils. La vraie question, c'est... Au fond, si on parle de Google, par exemple, Google, son business model, pour revenir quand même à la réalité, c'est quoi? C'est la publicité. L'objectif de Google n'est pas le bien-être des Parisiens, pas plus que le bien-être de quelques habitants de quelques villes que ce soit. Alors là où on peut avoir des interrogations, c'est jusqu'à quel point, que veut faire Google ou que pourrait faire Google avec toutes ces données. Et là, il y a une manière de répondre, c'est d'aller regarder ce que fait la filiale de Google dédiée à l'aménagement urbain, Sidewalk Labs, à Toronto. Parce qu'à Toronto, il y a une grande friche industrielle au milieu de la ville, et la ville de Toronto a passé un contrat avec la filiale d'aménagement urbain Sidewalk Labs de Google pour créer un nouveau quartier. Et là, c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que cette entreprise dont le métier c'est de faire de la publicité à partir des données, descend dans l'arène du dur, descend dans l'arène du béton, du bitume, et tout le monde évidemment a les yeux rivés sur cette démarche. Or, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu d'une part, alors moi je ne suis pas urbaniste, mais ce que les urbanistes disent, c'est qu'en tant que telle, la proposition d'aménagement urbain qu'a fait Sidewalk Labs est somme toute assez classique, rien de révolutionnaire sous le soleil. Ce qui était intéressant, c'est ce qu'ils ont proposé précisément sur tout ce qu'on appelle la couche numérique, c'est-à-dire tout un ensemble de services liés à cette ville high-tech qu'ils proposaient. Et là, on ne peut quand même qu'être très troublé par la manière dont ils ont délibérément voulu tordre, en l'occurrence, le droit constitutionnel canadien, en inventant des notions telles que la notion de données urbaines. Il se trouve que les Canadiens, contrairement aux Américains, contrairement aux États-Unis, ont un droit des données qui est très semblable au droit européen, c'est-à-dire avec protection de la vie privée, avec des grands principes assez structurants. Or, Google s'est délibérément assis sur ce droit. Je ne peux pas croire que les juristes de Sidewalk Labs n'aient pas attentivement étudié le droit canadien en voyant que ce qu'ils allaient proposer violait complètement la Constitution canadienne. Or, ils l'ont fait. Et la question, c'est pourquoi ? Eh bien, moi, j'ai le sentiment qu'à travers leur rôle surpuissant, voire monopolistique, et là, on a un sujet, ils essaient petit à petit d'instaurer dans le débat public des concepts. Là, c'était le concept de données urbaines, urban data, le concept de civic data trust, une sorte de tiers de confiance chargé de gérer les données. Et au fond, quand vous regardez, et je fais une métaphore délibérément politique, ils s'érigent à la fois en pouvoir législatif, je crée le concept, je définis dans la loi, exécutif, je le mets en œuvre, et judiciaire, et je dis quand il y a un problème, comment on règle tout ça à travers le data trust. Donc c'est quand même une approche de la ville, des services urbains, et finalement du contrôle de nos vies qui est extrêmement troublante. Et de ce point de vue-là, moi j'ai envie de poser la question, est-ce que aujourd'hui, toutes ces GAFAM ne sont pas en train de se poser comme concurrentes directes des villes ? Parce qu'une ville, qu'est-ce que c'est ? C'est une formidable machine aussi à fournir des services. Je veux dire,
Une ville, c'est pas une abstraction comme l'est l'État, hein, c'est quelque chose de très concret. Si le métro ne fonctionne plus, on s'en aperçoit tout de suite. Si le service de ramassage des ordures ménagères ne fonctionne plus, on s'en aperçoit tout de suite. Et donc, c'est une formidable machine à fournir des services. Les GAFAM, c'est quoi? Ce sont des formidables machines à fournir des services. Sauf que, quand elles font comme Google à Toronto, quand elles proposent de nouveaux concepts, elles s'érigent en institutions politiques. Et donc là, on retrouve les deux caractéristiques d'une ville, une institution politique, en dialogue avec le citoyen, et une machine à fournir des services. Et c'est là qu'on peut avoir une vraie interrogation sur le rôle futur de ces plateformes au regard de l'ensemble et de la masse des données qu'elles ont et de la masse des connaissances qu'elles ont de nos vies dans leurs aspects les plus intimes. Alexandre Muche, l'avenir de l'utilisation de ces plateformes ou de notre utilisation par ces plateformes et l'exemple de Toronto? Je reprendrai peut-être une dernière petite caresse aux plateformes parce que je pense qu'après on essaiera d'en faire un procès. Oui, par exemple sur Airbnb, je souhaite aussi rappeler qu'effectivement, dans un contexte de foncier serré, qui est le foncier parisien, louer le temps d'un week-end ou le temps d'une vacance son appartement, je pense que ça part plutôt d'une intelligence de la ville, de celle de dire au fond, quand je n'utilise pas mes mètres carrés, j'invite quelqu'un dans une forme d'hospitalité, j'invite un étranger, un autre Français à venir là. Là où ça pose problème, c'est quand vous avez une économie qui se dédie à ça, des appartements qui sont loués toute l'année, et du coup vous avez une substitution de l'appartement qu'on loue juste le week-end, le temps de peut-être pour financer une visite ailleurs, vers une sorte de monétisation et un marché parallèle de la location avec des gens, et on l'a vu à Paris, et notamment Airbnb soigne beaucoup ces grands locataires, ces appartements qui sont loués 365 jours par an à des touristes. Mais au fond, l'idée de base, elle est néanmoins intéressante. Et peut-être, pour rappeler sur la question de quelle place on donne aux touristes, aux étrangers à Paris, l'alternative qu'on avait avant, c'était les groupes hôteliers qui ne sont pas pour autant investis de vertus beaucoup plus intelligentes à l'égard de la ville. Les hôtels, il faut rappeler, c'est du foncier dans des quartiers d'affaires ou touristiques qui ont souvent dévitalisé la ville. C'est des chambres qui sont inoccupées une bonne partie du temps. Une partie des hôtels n'occupent leurs chambres que quelques nuitées par semaine, souvent le lundi et le vendredi. Et du coup, on voit bien au fond que Airbnb, au fond, c'est pas mal en soi. Ça devient mal quand, et c'est là qu'on rentre dans le nerf de la guerre de qu'est-ce qui se passe à Paris, on n'a pas de régulation. Et là-dessus, je reviens sur une capacité un peu agile des collectivités, des pouvoirs publics, au fond, avoir une régulation intelligente de ces plateformes. Aussi bien, par exemple, sur Airbnb, et moi je milite pour le fait qu'on régule Airbnb par le nombre de nuitées par an. C'est-à-dire qu'on s'assure qu'il n'y a jamais une location qui dépasse 60 ou 120 jours par an et qui devient de fait une sorte de location déguisée de l'appartement. Et pour aller peut-être sur la question de l'open data, et je reviens beaucoup sur cette question qu'au fond, on doit imposer à ces acteurs de partager ces données, c'est que c'est des données qui sont nécessaires à la gouvernance. Je reviens par exemple, on a travaillé avec la ville de Paris sur le fait de réguler les opérateurs de micromobilité, les trottinettes et les vélos. La première chose qu'on s'est aperçu, elle est très importante, et je reviens sur la question de l'utilité de l'open data, c'est que dans l'espace public, ne compte que ce qui est compté. Alors, pendant très longtemps, on a construit l'espace public parce qu'on comptait les voitures. On compte les voitures qui passent dans une rue et du coup, on construit une voie, deux voies, et puis on remet une troisième voie, et puis à la fin, on connaît la rue parisienne telle qu'on est, à savoir à 90% dédiée à la circulation de la voiture. Quand tout d'un coup, on récupère les données des opérateurs de micromobilité, on se rend compte qu'il y a des mobilités beaucoup plus complexes. On se rend compte qu'il y a des gens qui font des sauts de puce en ville. C'est-à-dire qu'ils font des tout petits trajets en vélo ou en trottinette. Et ça nous pose question. Pendant longtemps, on a pensé que la mobilité urbaine, c'était le grand geste de transport, de banlieue à banlieue, la grande traversée. Puis on se rend compte que les gens, ils font des détours, ils flânent, ils s'arrêtent chez le boucher, et puis ils repartent 5 minutes après, ils s'arrêtent à la poste. Et au fond, on découvre, et c'est là l'intérêt de l'open data, que cette connaissance fine de comment est-ce qu'on se comporte en ville, c'est un vecteur important de la façon dont on la gouverne. Et je réinsiste, en ville et en aménagement urbain,
ne compte que ce qui est compté. Et pendant trop longtemps, on a compté que les voitures, les choses facilement comptables, et ces plateformes ont la chance, au fond, d'aller récupérer des données à des endroits très intéressants de la façon dont on se déplace, on interagit, on vit ensemble en ville. Et pour moi, l'open data, dans toutes les dispositions de régulation qu'on doit imposer à ces plateformes, c'est vraiment le socle minimum qui permet de rendre démocratique. Et là, je rejoins vraiment sur cette notion de l'open data comme valeur démocratique qui doit nous permettre de redonner un pouvoir de décision sur base de ces données. Mais ça veut dire qu'actuellement, les loueurs de trottinettes mettent à la disposition générale les données qu'ils recueillent. Ça, c'est une des premières choses qu'on a conseillées et sur lesquelles on a travaillé avec la ville de Paris, de travailler avec, d'ailleurs, un peu une vision municipaliste, de dire qu'au fond, la ville doit imposer, parce que ces objets sont dans l'espace public et que la ville y fait autorité et y est souveraine d'une certaine manière, que les opérateurs étaient obligés de partager la localisation de chacune des trottinettes. Et du coup, de pouvoir rentrer dans une forme de régulation intelligente, de régulation par la donnée, où on peut dire où est-ce qu'il faut mettre des trottinettes, où est-ce qu'il ne faut pas les mettre. Et évidemment, la question du trottoir vient instantanément derrière ça. Mais qu'au fond, la base d'une bonne relation entre ces opérateurs et la ville, c'est le fait de connaître où sont ces trottinettes. Lucille Schmitt ? Oui, moi je trouve que c'est assez passionnant cette question de la connaissance fine, parce qu'on voit bien à travers notre débat qu'on imagine les acteurs publics très pâteaux avec la connaissance fine et qui ne soient pas en mesure d'une certaine manière d'adapter pas seulement les politiques de puissance publique, mais aussi la question des services publics par rapport à cette connaissance fine de la ville. Et au fond, ce qui se passe actuellement avec cette question des données et puis de l'évolution aussi des comportements, c'est qu'on doit à la fois maintenir des services publics qui soient égaux pour tous, quelle que soit l'origine sociale, et notamment pour ceux qui ont le moins les moyens de se payer des services privés. Et en ce sens, on peut dire que la connaissance fine de ces données peut être une manière de renforcer le service public. On doit aussi faire en sorte de réguler. Donc, comment est-ce qu'on associe le fait d'utiliser ces données et d'assurer la régulation? Parce que si on dépend des acteurs privés pour obtenir les données, est-ce qu'on n'est pas, d'une certaine manière, dans une approche empathique à leur égard? Je pense que c'est quand même une question qui est directement posée. Là, ce que je voulais dire aussi par rapport au fait que les acteurs publics sont trop pâteaux, c'est qu'on a bien vu le débat, et pour une fois c'était un débat sous-jacent, mais qui est apparu assez fortement pendant la campagne des municipales, sur cet enjeu, par exemple, de loger les agents qui participent au service public de santé sur Paris, parce qu'ils ne peuvent plus se loger pour des raisons, enfin, la question du logement social et de son accessibilité, et au fond, est-ce qu'on ne peut pas articuler logement social et défense d'un service public de qualité à Paris, qui soit un service pour tous. Ça peut se dire sur l'éducation, on pourrait aussi l'avancer sur les questions de sécurité. Et on voit bien qu'il y a eu ce débat assez surréaliste qui était de dire mais l'assistance publique des hôpitaux de Paris n'était pas capable de fournir une liste des employés qui auraient pu être logés à Paris. Donc là, on voyait que si peut-être on avait utilisé une connaissance fine, enfin, ou accès à d'autres gestions de données, ça aurait pu être fait. Donc ça a éclairé, sur les limites actuelles lorsqu'il s'agit de gérer des politiques publiques, sur le fait que les données ne sont pas actualisées, ne sont pas suffisamment fines, ne donnent pas des profils, et au fond qu'on n'arrive pas à réaliser l'adéquation entre l'offre et la demande. Donc en ce sens, pourquoi ne pas associer d'une manière plus partenariale des acteurs privés et des acteurs publics, mais en gardant à chacun d'abord son type de responsabilité, et ensuite en faisant en sorte de ne pas avoir d'indulgence coupable à l'égard de ceux qui aujourd'hui sont quand même d'abord, vous l'avez dit Alexandre, dans une logique de profit. Je pense que, puisqu'en revenant sur la question des échelles évoquée par Marc-Olivier, là, l'enjeu européen est quand même posé. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une régulation ? On sait bien qu'un certain nombre de grandes villes, que ce soit Paris, Berlin, mais aussi Barcelone, ont posé à la Commission européenne des questions sur le fait de durcir la question du régime de responsabilité de ces producteurs de données. Je trouve que c'est un point très essentiel. Marc-Olivier Badis. Je reviens sur la question des services publics et des données accessibles. Le problème, c'est pas simplement que, comme dit Lucille, le service public est pâteau. C'est que, prenons l'exemple du métro, par exemple. Ça fait des années qu'on sait que
Avant, le métro, c'était 5 jours de semaine, 2 jours de week-end, avec un changement de rythme très net entre les jours travaillés et le week-end. Et maintenant, ça fait vraiment plusieurs années que le samedi est un jour ordinaire, un jour de semaine, en termes d'abondance du trafic. Et la question, c'est pas de savoir si on a les données, ça se voit, et la RATP le sait. C'est est-ce que le service public tient compte de ces changements d'usage et accepte de renégocier les statuts, les compromis, les arbitrages pour adapter l'offre publique aux nouveaux usages, au fait que le samedi, c'est un jour d'une intensité aussi grande qu'un jeudi ou un vendredi. Et c'est ça la difficulté. Alors effectivement, donc la visibilité, ce qui est intéressant avec les plateformes et les nouveaux acteurs privés, c'est qu'ils révèlent des besoins non satisfaits. Ils laissent émerger des besoins. Ce qu'on a vu avec les voitures Uber, c'est-à-dire qu'il y avait tout ce débat sur le contingentement du nombre de taxis, où les taxis disaient, nous, s'il y a plus de taxis, on ne peut pas vivre. Bon, et ce qu'a révélé Uber, c'est qu'il y avait un besoin de mobilité qui n'était pas satisfait et qui était absolument considérable, et que dans cette question du statut des plaques minéralogiques à racheter, de la gestion par la préfecture, tout ça était absolument bloqué et rigide, alors que les besoins, eux, étaient en plein développement. Cécile Maisonneuve, vous nous avez fait froid dans le dos avec l'exemple de Google à Toronto. Est-ce que vous pourrez, puisque on arrive dans les 10 dernières minutes de cette émission, est-ce que vous pourriez nous remonter le moral et les perspectives avec un exemple qui irait dans le sens inverse? Alors, ou pas? Je crains un peu de vous décevoir parce que j'avais un autre exemple par rapport à ce qu'on vient de se dire faites-nous peur. Enfin, c'est pas tellement de faire peur. Je pense que c'est revenir au principe, parce qu'on a prononcé les mots de régulation, les mots de service public, et moi, il se trouve que j'ai été dans des écoles où j'ai appris des beaux concepts tels que les concepts effectivement de continuité du service public, de délégation de service public, concept de concession. Et pour préparer cette émission, je relisais les conclusions de Léon Blum sur l'arrêt Compagnie Générale de Tramway 1910, bon, sur la mutabilité des contrats administratifs. Pourquoi je parle de ça? Parce que tous ces acteurs, effectivement, on peut les réguler. Pour combien de temps? C'est ça la question que j'ai envie de poser. On peut réguler le petit opérateur de trottinette qui débarque de Chine et qui veut absolument sa part de marché et qui est en lutte contre je ne sais combien d'autres opérateurs. Mais regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui à Los Angeles. Los Angeles, hein, on ne parle pas de la ville lambda, on parle de Los Angeles avec Uber. Los Angeles a joué un jeu qu'on connaît bien, c'est l'arroseur arrosé, le disrupteur disrupté. Los Angeles a dit très bien, bon, Uber, vous avez des données, moi, j'ai besoin de données pour précisément gérer effectivement les flux de mobilité, pour mieux comprendre ce qui se passe sur mes trottoirs avec les trottinettes. Et donc, je vous demande à tous les opérateurs de mobilité, pour que moi, ville, je puisse exercer mes prérogatives de politique publique et mieux assurer le service public de mobilité, je vous demande de partager vos données. Réponse d'Uber, non. Non seulement non, mais j'attaque la ville de Los Angeles en justice parce que je dis en plus que les données qu'ils vous prennent, Big Brother, donc ils mettent en avant le fait que c'est une entité publique, ils vont les revendre. Donc on est quand même dans un monde où, faute d'avoir régulé ces plateformes sur un point tout à fait crucial qu'est la concurrence juste, on se retrouve face à des mastodontes pour qui les notions de service public, continuité du service public, délégation de service public, concession, inconnues au bataillon. Vous n'avez pas d'armes contractuelles pour pouvoir négocier avec elles. Donc, moi je suis tout à fait d'accord avec le fait que ces plateformes ont l'immense mérite d'avoir révélé, notamment sur la mobilité, des mobilités qu'on ne voyait pas. Il y avait ce qu'on ne comptait pas et toutes ces mobilités qu'on ne voulait pas voir, et notamment d'avoir rappelé par exemple aussi en France la prégnance du fait automobile sur laquelle qu'il faut qu'on comprenne mieux pour pouvoir agir dessus dans la transition écologique. Mais cette négociation sur l'ouverture des données ne peut fonctionner que si on a en face de soi des gens qui jouent le jeu. Or, face à des gens qui ont une culture de l'opacité, du monopole et de la non-transparence, c'est extrêmement difficile. Donc là, pour moi, il y a un autre acteur qui va devoir entrer en jeu. C'est pas l'État, c'est pas la ville,
Et Lucie l'a esquissé. Qui est cet acteur ? Moi, je pense que ça s'appelle l'Union européenne et une femme forte comme par exemple la vice-présidente Vestager. C'est-à-dire, il faut attaquer sur le sujet de la concurrence et que ces acteurs, finalement, redeviennent à taille humaine, pour reprendre cette image qu'a employée Lucille Schmitt. L'action de Uber contre la ville de Los Angeles est arrivée à son terme ou pas encore ? C'est en cours. C'est en cours. La bataille fait rage. On ne connaît pas le résultat. Alexandre Muche. Je prendrai le même exemple et je terminerai sur la question de Uber et de sa relation à Los Angeles parce que je pense que c'est aussi une fenêtre d'optimisme. Alors, pour entrer dans les détails, Los Angeles a imposé un format, une sorte de contrat de négociation dans lequel ils encadraient la façon d'échanger des données, y compris en essayant de faire attention un peu à la question de vie privée, parce que, au fond, quand vous connaissez les trajets de trottinette, après on se pose vite la question de est-ce qu'on connaît les trajets des gens ? Bref, ce qui est intéressant, c'est que Los Angeles, qui a inventé ce standard et ce contrat de relation avec les opérateurs privés, a décidé de le partager, de mettre ce contrat en open source et d'inviter les autres collectivités à l'utiliser aussi, ce qui changer un peu le rapport de négociation. Ça veut dire que c'est plus Los Angeles. Alors le format s'appelle MDS, ça devient très technique parce que ça parle de format de données, et a commencé à proposer de travailler avec les autres villes et du coup travailler une forme de rapport de force un peu différent, qui n'est pas de dire Los Angeles demande à Uber, une des plus grandes boîtes américaines, des façons de travailler sur la ville. C'est Los Angeles plus Paris, et on a conseillé à Paris de rejoindre Los Angeles sur ce combat-là, plus tout un tas d'autres villes, un rapport de force qui devient, et là je reviens sur cette question un peu municipaliste, de dire qu'au fond, à l'échelle de la ville et probablement dans une alliance entre toutes ces villes, peuvent refabriquer des rapports de force qui deviennent presque entendables, même si je suis d'accord, la bataille est loin d'être gagnée. En tout cas, je pense que sur cette question de la négociation, le rapport des forces est très compliqué, et je pense que c'est à la fois une coalition des villes qui va permettre de négocier ces relations-là, et évidemment l'Europe qui va être nécessaire pour donner un peu d'effort. Lucie ? Oui, moi je pense qu'il y a l'aspect coalition et il y a l'aspect incarnation, évidemment, c'est-à-dire qu'il faut des grands maires qui soient là, qui soient ensemble, mais il y a aussi l'aspect juridique, et je trouve ça très intéressant que Cécile Maisonneuve ait évoqué au fond ces arrêts historiques qui ont permis de structurer ce qu'est le droit public français. On voit bien qu'aujourd'hui, ce droit public, il a besoin d'être enrichi par rapport à de nouvelles situations. Moi, lorsque j'apprenais les grands arrêts de la jurisprudence administrative, ce que j'adorais, c'est qu'à chaque fois, on voyait que le droit s'était structuré à partir de situations très concrètes. C'est-à-dire que, voilà, on raconte une anecdote et brusquement, on en tire un principe général. Enfin, pas brusquement, par un raisonnement, effectivement, très, très chouette. Mais donc, il y a quelque chose autour des situations concrètes qu'on vient de décrire qui doit aujourd'hui alimenter le droit, et il faut arrêter de plaquer un droit abstrait et quelque part daté par rapport à des situations qui n'ont plus rien à voir avec le droit. Et en ce sens, ce qui se passe au niveau de l'Union européenne est assez palpitant parce que on a à la fois, comme vient de le rappeler Cécile, l'idée qu'il faut réactiver du droit de la concurrence et le rendre plus, comment dirais-je, engager une bataille très forte, mais on a aussi une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit il faut aussi avoir un projet pour l'Union européenne qui soit un projet beaucoup plus concret, par exemple par rapport à la transition écologique. Donc on voit au fond une envie d'alimenter le droit de la concurrence à partir d'un vrai projet, on dirait réinsufflant des choses qui ne sont pas abstraites comme a pu être le droit de la concurrence. Et associer le droit de la concurrence européen à l'idée de défendre le service public, c'est quand même une grande... quelque chose quelque part qui dérange dans notre raisonnement en silo. Donc comment est-ce qu'on va faire par rapport à ça pour réussir à associer des choses qui relèvent encore pour l'instant de mondes assez antagoniques, je pense qu'il faut le dire, et qui sont défendus par des personnes qui se voient comme des adversaires. Donc il faudrait trouver aussi moyen que des univers culturels se rapprochent, et ça me semble être un élément essentiel, c'est-à-dire ne pas opposer l'humain au virtuel, mais faire en sorte que, en tout cas, ce qui relève de l'intérêt général et du bien commun ne soit pas laissé à Google. La radio et par voie de conséquence le podcast sonore, j'ai appris il y a longtemps que c'était l'école de la frustration.
Nous n'avons pas abordé, par exemple, les sujets qui tournent autour de l'utilisation des plateformes pour que les citoyens soient des citoyens qui puissent être, s'ils le souhaitent, actifs en permanence. Nous n'avons pas abordé beaucoup d'autres sujets, mais peut-être les aborderons-nous dans le BADA, c'est-à-dire dans la période d'échange avec la salle qui va commencer tout à l'heure, après que j'ai remercié d'abord la Fabrique de la Cité de nous avoir accueillis ici dans cet immeuble Léonard. Je remercie également la compagnie MMA qui nous soutient matériellement et moralement en nous faisant connaître auprès de ses collaborateurs et auprès de sa clientèle. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission sur un thème beaucoup plus historique que celui que nous avons essayé de traiter aujourd'hui. Seront présents, en plus de Jean-Louis Bourlange, bien connu de nos auditeurs, Alexandre Gady, historien du patrimoine et professeur à la Sorbonne, Dominique Khalifa, spécialiste de Paris au XIXe siècle, et Nicolas Chaudin, à la fois romancier et urbaniste. Je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, je remercie Nicolas Tourneau qui assure la vitalité de notre site, Olivier Magloire qui s'occupe des sites qui nous permettent d'être financés, et enfin Marius Prévost qui a aujourd'hui enregistré cette émission pour notre producteur Nouvelles Écoutes, dont je remercie le président Julien Mariot. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour cette deuxième émission sur Paris.